Au cœur de l'hiver le plus meurtrier de 1888, une veuve isolée a reçu un avertissement glaçant. Fuyez, ou vos enfants gèleront avant l'aube. Sans bois et avec un poil brisé, leur mort semblait certaine. Au lieu d'abandonner, elle a pris une décision incompréhensible. Elle a commencé à bâtir un immense mur de pierre au milieu de son salon. Ses voisins l'ont crue totalement folle, jusqu'à ce que le grand blizzard frappe. Voici l'incroyable secret qui les a sauvés. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir le dénouement incroyable de cette histoire de survie. Avant de plonger dans ce récit, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs et jusqu'où voyagent nos histoires. Installez-vous confortablement. Nous commençons. Le matin du 12 janvier 1888 s'est levé sur une douceur perfide. Le thermomètre affichait une température invraisemblable pour la saison, frôlant les 7 degrés. La neige de la semaine précédente s'était ramollie en une gadoue grisâtre, aspirant les talons des bottes et remplissant les ornières des chariots d'une eau glaciale. Sur le seuil de sa cabane en rondin, Martia regardait son fils et sa fille courir, sans manteau, autour d'un bonhomme de neige bancale. L'espace d'un instant, un seul instant de répit volé à l'hiver, elle s'autorisa à croire que le pire était derrière eux. Puis, son regard se tourna vers le nord-ouest. Les nuages qui pesaient sur l'horizon étaient anormaux, trop sombres pour cette heure matinale, trop plats à leur base, comme si une force titanesque les écrasait impitoyablement depuis les cieux. Ils ne dérivaient pas au gré du vent, ils avançaient, avec la vélocité et l'intention délibérée d'un feu de prairie. Elle n'avait vu de tels nuages qu'une seule fois auparavant, et le ciel s'était alors déchiré d'une manière qui lui avait appris le véritable sens du mot violence lorsqu'il s'applique à la nature. C'était le 12 janvier. Mais cette lutte implacable pour la survie n'a pas commencé à cet instant précis. L'histoire véritable a débuté 81 jours plus tôt, le 23 octobre 1887. Ce jour-là, sous un ciel couleur de plomb, Martia se tenait au bord d'une fosse fraîchement creusée. Elle écoutait le bruit sourd et définitif de la terre gelée frappant un cercueil de pin. À l'intérieur reposait Robert, son mari, l'homme autour duquel elle avait bâti toute son existence. Robert avait été traîné sur près de 400 mètres à travers un champ labouré, son cheval s'étant emballé à la vue d'un serpent. Le médecin de la ville voisine, venu constater le drame, avait utilisé le mot « probablement » en parlant de sa mort instantanée. Ce mot, « probablement », allait s'insinuer dans les nuits de Martia, rongeant son esprit pendant des mois, comme si elle devait porter le poids des deux versions de l'histoire. Les hommes du village, venus aider pour l'enterrement, se tenaient là, chapeau pressé contre la poitrine. Ils connaissaient intimement la brutalité de cette terre. Ils regardaient une veuve, flanquée de 2 jeunes enfants, à seulement 6 semaines des premières tempêtes de l'hiver. Ils savaient qu'elle vivait sur une concession qu'on ne pouvait abandonner sans perdre des années de sacrifice. Silencieux, manquant de mots pour formuler l'impensable, ils la saluèrent un par un d'un signe de tête solennelle et repartirent. Martia prit la main de son fils Jonas, souleva la petite Clara sur sa hanche et retourna dans la cabane. Cette cabane de rondins, balayée par les courants d'air, abritait le cœur battant de leur survie, un lourd poêle en fonte. Autrefois majestueux, il portait désormais une fissure critique sur la porte du foyer. Une lente sentence de mort écrite dans le fer, que Robert avait tenté de colmater avec de l'argile. Contre le mur, le bois de chauffage était empilé. Et c'est ici que résidait le véritable cauchemar. Seule dans la pénombre, Martia fit le calcul implacable que son mari lui avait enseigné. L'hiver meurtrier du Dakota exigeait un minimum absolu de 5 cordes de bois pour survivre jusqu'au printemps. Elle fixa son stock. Elle ne possédait qu'une corde et demie. Il lui en manquait 3 et demi. Robert coupait une corde en 2 jours de labeur intense. Martia n'avait jamais abattu un arbre de sa vie. Quitter cette terre signifiait tout perdre. Rester, c'était affronter une certitude mathématique, le gel. Du fond de la pièce, la voix de Jonas, 8 ans, s'éleva. Une voix cherchant désespérément à lire la vérité sur le visage de sa mère. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Martia soutint le regard de son fils. « On fait ce qu'il faut, » répondit-elle. « On survit. » Elle ignorait encore comment, mais elle le prononça avec la certitude absolue d'une mère acculée. 9 jours plus tard, l'ombre longue de Gunner Alverson s'allongea sur le seuil de la porte. Il attacha sa monture près du puits et fit le tour de la cabane avec l'œil clinique d'un homme évaluant du bétail avant l'abattage. Il mesura du regard le tas de bois dérisoire à travers la fenêtre, puis entra sans frapper, testant la chaleur du poil du plat de la main. Il retira son chapeau, le visage buriné par des années de vent contraire. Ce qu'il portait dans son regard n'était ni de la cruauté, ni de la pitié.
C'était bien pire, l'expression d'un homme qui a déjà tiré une conclusion macabre et qui regrette de devoir la partager. D'une voix sourde, dépourvue d'artifice, il lui raconta l'impensable. Il lui parla de Christine, sa première épouse, retrouvée morte gelée à moins de 20 mètres de leur porte, pétrifiée dans la neige un matin de tempête. Il ne cherchait pas à l'effrayer pour le simple plaisir de la tourmenter. Il cherchait à la sauver avec la vérité la plus abjecte, une vérité qu'il avait payée au prix fort. Une veuve seule ne peut pas maintenir un feu en vie toute la nuit, lâcha-t-il lourdement. Vous finirez par vous endormir d'épuisement. Après avoir coupé du bois toute la journée, puisé de l'eau, cousu et cuisiné, vos yeux se fermeront. Le feu mourra, et vous vous réveillerez. Si vous vous réveillez, avec du givre sur vos couvertures. Ces enfants gèleront avant l'aube. Il lui avait laissé un papier, une offre de rachat d'un certain Warren Dodd, avant de repartir. Mais le véritable vautour ne tarda pas à se présenter en personne. Le dimanche suivant, Dodd descendit d'un cheval bec qui valait plus que ce que la plupart des pionniers gagnaient en une décennie de labeur. Il possédait presque tout le comté, non pas en cultivant la terre, mais en rachetant les concessions des âmes désespérées pour une bouchée de pain. Son sourire arriva bien avant ces mots, mais n'atteignit jamais la froideur reptilienne de ses yeux. Il fit le même tour d'inspection que Gunner, mais là où Alverson voyait une tragédie humaine inévitable, Dodd ne calculait qu'un actif financier mûr pour la récolte. 14 $ dans une boîte en fer ne paieront pas un nouveau poil, murmura-t-il en s'approchant d'elle avec une arrogance calculée. Il sortit un contrat de son luxueux manteau. 900 $. De quoi retourner dans l'Iowa. De quoi nourrir vos enfants quand le thermomètre descendra à -30 et que personne ne pourra vous secourir pendant des semaines. Que se passera-t-il, Madame Voss, lorsque le fer cédera pour de bon et que le froid s'engouffrera? Il maniait sa vulnérabilité comme une lame affûtée, utilisant la terreur aveugle de l'hiver imminent pour forcer sa main. Marcia prit le document. Elle regarda ce visage satisfait, cet homme élégant qui pariait avec allégresse sur la mort imminente de sa famille. « Sortez de ma terre, ordonna-t-elle, la voix tranchante, dépouillée de toute peur. Le sourire de Dodd s'étira en une ligne d'une cruauté absolue. Il remonta en selle avec une lenteur étudiée. « Je serai là après le premier vrai blizzard » lança-t-il en tournant bride. « À supposer que vous y surviviez. » Elle resta immobile dans la cour glaciale, le regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une tache sombre dévorée par l'horizon. Puis, elle rentra dans la cabane. Sans hésiter, sans même déplier la feuille pour en relire le montant tentateur, elle tint l'offre de Dodd au-dessus des flammes vacillantes. Elle la regarda s'enflammer, se recroqueviller et se réduire en cendres qui tombèrent doucement dans le foyer fendu. Au dehors, l'air commença à changer. Le premier froid véritable de l'automne descendait silencieusement du nord. Il ne se précipitait pas, il ne s'annonçait pas avec fracas. Il s'installait avec la majesté implacable d'un roi prenant possession de son cimetière. Le ciel prit la couleur d'une ecchymose qui ne guérit jamais vraiment, et un givre dur, tranchant et définitif, scella la terre du Dakota. Novembre frappa la plaine avec la brutalité d'un marteau, figeant la terre sous un gel impitoyable. Le ciel arborait une teinte livide, cette couleur d'ecchymose persistant qui annonçait les mois de ténèbres. Ayant emprunté une lourde scie passe-partout à la famille Callahan, établie à quelques kilomètres à l'est, Marcia s'attaqua au bosquet de peupliers. Elle apprit la rudesse du bûcheronnage en ruinant ses premières coupes, le bois se rebellant contre cette main inexpérimentée. Le peuplier, avec son grain imprévisible, pinçait constamment la lame dentelée desquelles forçait le mouvement. Il lui fallut comprendre que l'outil devait faire le travail, que sa seule tâche consistait à maintenir l'alignement et le rythme régulier de l'acier. Mais le tribut physique fut exorbitant. Dès les 3 premiers jours, les paumes de ses mains se boursouflèrent de clopes brûlantes. Le 4e jour, sous la friction incessante du manche en bois, les ampoules éclatèrent, laissant la chair à vif exposée au vent glacial. À la fin de la première semaine, le sang séché s'était mêlé à la saleté et à la sève, formant une seconde couche de peau calleuse, bien plus dure et douloureuse que la première. Chaque mouvement de va-et-vient de la scie devenait une torture silencieuse, un affrontement intime entre sa volonté et la densité têtue du bois. Et malgré cette agonie, les progrès demeuraient atrocement lents. Elle n'avait réussi à ajouter qu'un quart de corde à sa misérable réserve. À ce rythme famélique, l'hiver les engloutirait bien avant qu'elle n'atteigne les 5 cordes nécessaires. L'arithmétique de la survie continuait de la condamner sans appel. Jonas l'aidait à empiler les bûches fendues. Du haut de ses 8 ans, il bâtissait les rangées avec la précision rigoureuse d'un garçon qui avait longuement observé son père et désirait honorer sa mémoire par un travail irréprochable. Clara, trop petite pour le labeur extérieur, restait dans la cabane à entretenir le poêle mourant, comprenant avec la gravité silencieuse des enfants que l'on n'était plus à l'insouciance. Un après-midi,
Alors que la lumière blafard commençait à décliner, Jonas s'approcha de sa mère à la lisière du bosquet. Il resta silencieux un long moment, l'observant lutter contre un tronc récalcitrant. Lorsqu'elle s'arrêta, le souffle court, il posa la question qui le rongeait. Il ne cherchait pas de fausse réassurance. Il avait les yeux de Robert, ce même regard bleu acier capable d'évaluer la réalité sans phare. Il avait fait les mêmes calculs tragiques qu'elle. « Est-ce qu'on va s'en sortir ?» demanda-t-il d'une voix mesurée. Puis, avant qu'elle ne puisse formuler une réponse toute faite, il ajouta, l'air grave, « Papa avait toujours un plan de rechange. » Cette simple phrase heurta Martia comme un coup porté sur une blessure ouverte. Robert était l'homme des contingences, celui qui concevait des issues de secours avant même que le danger ne se présente. Elle s'était toujours reposée sur cette certitude, sans réaliser l'immensité de ce filet de sécurité jusqu'à ce qu'il ne soit brutalement arraché. Elle regarda ses mains en sang, puis croisa le regard de son fils. L'évidence était écrasante. Elle ne pourrait jamais couper assez de bois à temps. Le plan initial était mort avec son mari. Elle planta la scie dans la souche et s'agenouilla à la hauteur de Jonas, endossant pleinement et définitivement le lourd manteau de la chef de famille. « Je travaille sur un problème », lui dit-elle, la voix ferme, dénuée de tout tremblement. « Je ne sais pas encore exactement comment nous allons le résoudre, mais ne pas savoir n'est pas la même chose que de ne pas avoir de plan. À partir d'aujourd'hui, nous sommes notre propre plan de rechange. Toi, moi et Clara. C'est comme ça que ça marche maintenant. » Jonas hocha lentement la tête, absorbant le poids de ces mots plutôt que de simplement les entendre. Puis, il retourna silencieusement empiler le bois, tandis que Martia reprenait la scie, le bruit métallique déchirant à nouveau le silence glacé de la plaine, forgeant une promesse de survie dans chaque goutte de sueur. Le 5 novembre, l'épuisement poussa Martia à chercher de l'aide. Elle se rendit chez les Callahan, une famille établie à quelques kilomètres, pour échanger de précieux œufs et un peu de beurre contre l'aide de Thomas pour fendre un quart de corde de bois. Pendant que l'homme maniait la hache dans le froid mordant, Martia trouva refuge à l'intérieur de leur cabane auprès de Ruth et accepta une tasse de café clair. C'était la première fois qu'elle s'autorisait à s'asseoir et à se reposer véritablement depuis 2 semaines. Dès qu'elle franchit le seuil, la différence la frappa avec la force d'une révélation. Il ne s'agissait pas d'une chaleur marginale, mais d'un confort authentique, la frontière tangible entre le froid qui engourdit l'esprit et la chaleur qui permet au corps de se relâcher. Pourtant, le poil de Ruth était nettement plus petit que le sien, et les Callahan brûlaient exactement le même peuplier médiocre qui peinait à chauffer sa propre demeure. Il n'y avait aucune raison évidente à ce miracle thermique. Son regard, entraîné depuis l'enfance à scruter la matière et ses comportements, chercha une explication. Il s'arrêta sur la fondation de la cabane. Les murs intérieurs reposaient sur une base de grosses pierres lisses, tirées du lit de la rivière James, s'élevant sur près d'un demi-mètre du sol. C'était un rempart pratique contre l'humidité, mais Martia remarqua autre chose. Le coin de la pièce situé juste derrière le poêle irradiait une chaleur sourde qui semblait exister par elle-même, indépendamment des flammes. Ce n'était pas la chaleur agressive du métal chauffé à blanc, mais une tiédeur profonde, stockée et apaisante. Ces pierres retiennent la chaleur, demanda-t-elle, incapable de détacher ses yeux de l'ouvrage. Ruth eut un petit rire tendre, avouant que son mari se plaignait souvent que ce coin précis était devenu trop étouffant pour y dormir. À cet instant, une porte scellée depuis 22 ans s'ouvrit dans la mémoire de Martia. Elle revit Columbus dans l'Ohio. Elle revit l'atelier baigné de poussière, et surtout, elle revit les mains larges et calleuses de son père. Il n'était pas un homme riche, mais un maître maçon, un artisan qui avait passé sa vie à ériger des cheminées massives et des fours à pain pour les boulangers. Il comprenait le langage silencieux des minéraux. Une phrase, prononcée alors qu'elle n'avait que 12 ans, résonna soudain avec une clarté absolue. La pierre se souvient de la chaleur. Ce n'était pas de la poésie. C'était une observation technique, une loi physique incontestable. La pierre absorbe la chaleur avec une lenteur obstinée et la restitue avec la même constance. C'est pourquoi un four de briques continue de cuire le pain des heures après l'extinction totale des braises. Martia se leva précipitamment, l'esprit en ébullition. Elle remercia Ruth et entama le chemin du retour. Sur la route cabossée, noyée dans le crépuscule glacé de novembre, une idée audacieuse prenait forme, s'assemblant comme les pièces d'un plan d'architecte. Pas une fondation, un mur de masse thermique, un colosse de pierre d'1,50 m de large, de près de 2 mètres de haut et d'un demi-mètre d'épaisseur. Elle le bâtirait juste derrière son poêle fêlé. Les calculs tournaient frénétiquement dans sa tête. Le basalte et le granit boiraient la fureur du feu tout au long de la journée. La nuit, lorsque les braises déclineraient, cette forteresse minérale recracherait lentement sa chaleur salvatrice dans la pièce, empêchant l'air de devenir mortel.
Si cette masse augmentait, l'efficacité de son combustible ne serait-ce que d'un tiers, ces maigres réserves pourraient les maintenir en vie. C'était un pari terrifiant. Si elle se trompait, si l'échelle du projet faussait le principe paternel, elle aurait gaspillé un mois d'énergie vitale à charrier des roches au lieu de couper du bois. Elle s'épuiserait pour rien, scellant leur arrêt de mort pour février. Mais ne rien faire garantissait une fin identique. Entre une certitude fatale et une théorie incertaine née d'un souvenir d'enfance, la fille du maçon fit son choix. Dès le lendemain, l'obsession vitale prit le pas sur l'épuisement. À 7 kilomètres au sud, les berges de la rivière James offraient une abondance de granit et de basalte, des pierres lisses polies par des siècles de courant. C'étaient des roches denses, lourdes et glaciales, exactement ce qu'exigeait sa théorie. Chaque bloc arraché à la boue gelée et hissé dans le chariot exigeait un effort herculéen qui lui arrachait des grognements sourds, réveillant des douleurs aiguës dans le bas de son dos et dans ses mains déjà martyrisées par la scie. Le lion posa un autre défi de taille. Par tâtonnements successifs, dans un froid qui lui gerçait cruellement la peau, elle élabora un mortier rudimentaire. L'argile pure se fissurant irrémédiablement au séchage, elle y incorpora de l'herbe sèche pour la résistance à la traction et de la cendre de bois pour l'adhérence. Lorsque la pression de son pouce ne laissa plus la moindre marque sur un échantillon séché, elle sut qu'elle tenait la bonne alchimie. La construction commença, atrocement lente et frustrante. Elle découvrit que poser des pierres parfaitement de niveau exigeait une patience obsessionnelle qu'elle devait s'imposer à chaque instant, luttant sans cesse contre l'urgence de l'hiver qui resserrait son étau. Le 24 novembre, alors que le thermomètre plongeait sous les moins longs degrés, la fatalité la frappa avec la brutalité d'un coup de fouet. À 3 kilomètres de la cabane, la roue heurta une violente ornière pétrifiée par le gel. L'essieu du chariot se fendit dans un craquement sec, semblable à un tir de fusil. Près de 200 kilos de pierres de rivière s'immobilisèrent brusquement au milieu de la piste déserte. Martia retint son souffle, les mains crispées sur les rênes. Sans un mot, elle détela le cheval, la mort dans l'âme, et abandonna son précieux chargement sur le chemin. La marche de retour s'effectua dans une lumière crépusculaire déclinante, le vent mordant trouvant chaque interstice de son manteau. Sur cette route grise qui semblait s'étirer à l'infini, sous l'immensité d'un ciel indifférent, elle sentit sa volonté plier. Ce n'était pas des larmes, pleurer aurait été une dépense d'énergie qu'elle ne pouvait se permettre, mais un effondrement intime, un désespoir absolu et suffocant face à la cruauté aveugle de la plaine. Décembre arriva, trouvant le mur élevé à peine à un peu plus d'1 mètre. L'échec semblait imminent. C'est alors que le salut se présenta sous les traits de Liv Strand. Ce jeune fermier de 22 ans, ruiné par une invasion de sauterelles qui avait anéanti sa toute première récolte, parcourait le comté en quête de survie. Un matin glacial, il la trouva luttant désespérément avec une dalle de basalte qui dépassait de loin ses forces déclinantes. Sans une once de pitié mal placée, il jaugea la situation et proposa un marché pragmatique. Sa force brute contre la moitié d'une lourde truie que Martia possédait mais ne pouvait abattre et préparer seule. Le pacte fut scellé sur le champ. Grâce au chariot robuste de Liv, les expéditions vers la rivière s'enchaînèrent avec une efficacité salvatrice. En 4 jours d'efforts acharnés, maniant les roches avec cette économie de mouvement propre à ceux qui connaissent le vrai labeur physique, ils hissèrent l'ouvrage vers le plafond. Liv, dont le propre grand-père bâtissait autrefois des fours dans le Minnesota, comprenait intuitivement l'instinct de Martia. Le 4 décembre, l'imposante forteresse minérale fut enfin achevée. Un monolithe sombre de 4 tonnes, large d'1,50 m et haut de près de 2 mètres, se dressait désormais tel un rempart silencieux juste derrière le poêle fêlé, attendant son heure. Le 15 décembre s'annonça sous un ciel couleur d'étain. Sans la moindre cérémonie, sans le moindre avertissement, la température nocturne chuta brutalement pour atteindre les 22 degrés sous zéro. Martia fut tirée de son sommeil bien avant l'aube par un son qu'elle avait appris à déchiffrer avec la même acuité qu'un marin jaugeant le grondement de la houle, le cliquetis régulier et métallique du poêle. La fonte se contractait douloureusement sous l'assaut du gel. Ce bruit, c'est que n'était pas qu'une simple nuisance sonore. C'était une information vitale et terrifiante. Il signifiait que le métal s'était considérablement refroidi. Le feu, leur unique rempart, s'était éteint, réduit à l'état de cendre morte quelque part au cœur de la nuit. Elle resta allongée, immobile dans l'obscurité glacée, le souffle court. Avant même d'ouvrir complètement les yeux, son esprit bascula dans cette arithmétique de survie qui rythmait désormais chaque seconde de son existence. Si le poêle s'était tu, si le métal était assez froid pour gémir ainsi, le feu devait être éteint depuis au moins 3 heures. 3 heures par ce froid polaire, avec un vent naissant qui s'acharnait contre les interstices de la cabane, sifflant frénétiquement pour trouver une faille. La logique implacable de la plaine du Dakota dictait sa sentence. La pièce devrait être mortellement froide. Le seau d'eau posé près de la porte devrait être recouvert d'une épaisse couche de glace intraitable. Ses enfants,
blottis sous toutes les couvertures disponibles, devraient être recroquevillés sur eux-mêmes, transis jusqu'aux os, leurs lèvres bleuies par le gel. Elle repoussa les draps en serment de courage, s'attendant au choc saisissant du gel absolu. Elle s'approcha du vieux thermomètre que Robert avait minutieusement cloué près de la porte. Dans la pénombre grise et incertaine qui précédait l'aube, elle plissa les yeux pour lire la graduation. Le mercure indiquait 5 degrés au-dessus de zéro. Elle resta figée, fixant cette ligne sombre assez longtemps pour voir 3 petits nuages de buée se former devant son visage à chaque expiration. 5 degrés. Ce n'était évidemment pas une chaleur douillette. C'était un froid qui engourdissait les articulations, un froid dans lequel on ne pouvait rester immobile trop longtemps sans frissonner. Mais ce n'était pas le gel mortel. Ce n'était pas la température de tombeau que la cabane aurait dû inévitablement atteindre après 3 heures d'abandon total. Lentement, comme attirée par un magnétisme irrépressible, elle se tourna vers la masse sombre qui se dressait derrière le foyer fêlé. Les contours de ce monument de basalte lui étaient devenus familiers après des semaines de labeur acharné. Elle traversa la pièce à pas de loup et posa la paume nue de sa main, à plat, contre la pierre la plus proche du poêle. La roche était chaude. Ce n'était pas une brûlure agressive, mais une tiédeur profonde, riche et stockée au plus profond de la matière. C'était la même sensation rassurante et ancrée que celle d'une lourde poêle en fonte que l'on aurait retirée des flammes 1 heure auparavant. Cette chaleur n'avait rien à voir avec l'air ambiant de la pièce. Elle était le fruit de l'énergie que la pierre avait goulûment bu et emmagasinée tout au long de la journée précédente. Pendant 12 heures, le mur s'était gorgé de la fureur du feu, et maintenant, avec une lenteur méthodique et salvatrice, il recrachait cette vie dans l'obscurité, repoussant victorieusement l'assaut du blizzard. Son père avait raison, pas d'une manière approximative ou romantique, mais avec une précision matérielle et scientifique irréfutable. La théorie de la masse thermique fonctionnait. Martia raviva le feu à partir des quelques braises rougeoyantes qui survivaient par miracle sous la cendre, ajouta 3 bûches de peuplier avec un soin méticuleux pour laisser circuler l'air, et ajusta le tirage. Puis, ses jambes cédèrent simplement sous elle. Elle se laissa glisser sur le sol en terre battue, allongeant ses jambes devant elle, le dos solidement appuyé contre la forteresse de pierre tiède. Elle cacha son visage dans ses mains ravagées par le travail. Pour la première très longue fois depuis l'après-midi glacial, où elle avait vu la terre recouvrir le cercueil de Robert, elle s'autorisa à flancher. Ce n'était pas du désespoir qui la submergeait, ni même l'ombre du deuil. C'était quelque chose de bien plus complexe, de bien plus charnel, le relâchement brutal et sismique d'une attention vitale qu'elle maintenait depuis si longtemps, avec tant d'acharnement, que ses muscles en avaient oublié le chemin de l'apaisement. C'était un soulagement presque douloureux, comparable au sang qui afflue brutalement dans un membre longtemps garrotté, une brûlure éclatante dans la poitrine causée par un fardeau qu'elle avait enfin le droit de déposer un instant. 20 minutes plus tard, la petite Clara se réveilla. Elle cligna des yeux, cherchant sa mère du regard, et la trouva assise par terre. « Maman !» murmura sa petite voix incertaine. « Pourquoi es-tu par terre ?» Martia releva son visage baigné de larmes silencieuses et esquissa un sourire tremblant. « Parce que ça a marché », répondit-elle doucement. Clara, avec le sérieux implacable d'une enfant jugeant de sa propre survie, s'approcha du mur. Elle posa ses 2 petites mains à plat contre le basalte sombre. Elle se tourna vers sa mère, le visage illuminé par l'évidence absolue. « C'est chaud. » Et à cet instant, sous la lueur naissante de l'aube, Martia sut que l'arithmétique de la mort venait d'être vaincue. Noël arriva et repartit le 25 décembre dans un dénuement presque absolu, dépouillé de la moindre festivité. Martia n'avait ni les moyens financiers ni la force émotionnelle pour s'adonner à la nostalgie. Marquer l'événement aurait exigé une dépense d'énergie qu'elle devait jalousement conserver pour affronter les mois à venir. Le repas se résuma à de modestes portions de porc salé et de pommes de terre, englouties en silence par les enfants, trahissant la faim sourde qui habitait la cabane. Pourtant, la véritable grâce de cette soirée résidait ailleurs. Martia offrit à Jonas un magnifique cheval de bois que Robert avait minutieusement sculpté l'hiver précédent, précieusement gardé secret au fond d'une étagère. À Clara, elle donna une poupée de fortune, confectionnée avec des lambeaux de tissu, des feuilles de maïs séchées et 2 vieux boutons. Jonas fit glisser son pouce sur la crinière de bois avec la délicatesse infinie de ceux qui gravent un souvenir dans leur chair. Il ne dit pas un mot sur son père, le silence était leur langage le plus pur. Lorsqu'il tendit spontanément le jouet à sa petite sœur pour qu'elle puisse le caresser, le cœur de Martia se serra d'une douleur fulgurante, une émotion bien plus perçante que le gel extérieur. Autour du poêle, sous la faible lueur vacillante, les liens de leur trinité se resserrèrent, forgés dans l'acier d'une adversité partagée. Dès le lendemain, l'illusion de répit se dissipa avec l'arrivée de Gunnar Alversson. Il franchit la porte,
les traits tirés, et observa longuement le mur de pierre achevé. Il posa sa large main sur le basalte pour en mesurer le gradient thermique, visiblement impressionné par l'ingéniosité de l'ouvrage. Mais son regard, implacable, dévia inévitablement vers le poêle en fonte. La fissure s'était insidieusement allongée d'un bon centimètre depuis l'automne. Elle ne suivait plus la ligne de stress initiale. Elle s'incurvait désormais vers le haut, cherchant sournoisement le bord de la plaque comme une créature vivante cherchant à s'échapper. « Ce poêle ne passera pas le mois de janvier », décréta Gunner d'une voix sourde, prononçant la condamnation que Martia redoutait en secret. Il ajouta que Warren Dodd, sentant l'odeur de la curée, était prêt à monter son offre à $17 l'acre, un incrément perfide prouvant qu'il la savait acculée. Gunner ne cherchait pas à la blesser. Il énonçait simplement la cruelle vérité de la plaine. Un mur de pierre, aussi miraculeux soit-il, ne pouvait se substituer à une source de chaleur sur le point de rendre l'âme. Martia soutint son regard avec une froideur minérale et refusa l'offre. Gunner repartit en promettant de revenir après le prochain blizzard, laissant planer l'ombre lourde de l'incertitude quant à leur survie. Janvier s'avança alors en portant un masque d'une perfidie absolue. Les jours précédant le 12 du mois offrirent une douceur anormale, le thermomètre grimpant jusqu'à frôler les 7 degrés. La neige, pétrifiée depuis des semaines, se mua en une gadoue grise et molle, se détachant du toit en lourdes plaques humides. La nature offrait un redout illusoire, un faux printemps baigné d'une lumière blanche et directe qui donnait aux choses des contours nets. Martia se tenait sur le seuil, observant l'eau glacée remplir les ornières, sentant un malaise viscéral lui serrer la poitrine. Les vieux pionniers du territoire ne voyaient jamais ces redouts comme une bénédiction. Ils y lisaient le calme oppressant qui endort les proies avant la mise à mort. Soudain, l'horizon au nord-ouest s'assombrit. Les nuages prirent une teinte livide, irréelle, avançant avec une vélocité terrifiante. La terre venait de refermer son piège, et l'air lui-même semblait se figer avant de frapper. Le 12 janvier, à 16h30 précise, l'enfer blanc s'abattit sur la cabane avec la violence d'une force physique inouïe. Ce n'était pas un vent ordinaire. C'était un système de pression entier qui se redéfinissait brutalement, un mur d'air arctique précipité depuis les confins du Canada à plus de 70 km à l'heure, frappant la plaine sans rien perdre de sa fureur originelle. La température, qui flirtait étrangement avec les 7 degrés positifs à midi, plongea avec une vélocité terrifiante. À 18 heures, elle frôlait les moins 10. À 21 heures, elle s'écrasait à moins 18. À minuit, le mercure dégringolerait jusqu'à moins 28. Et la tempête n'avait pas encore dévoilé toute sa puissance meurtrière. Martha poussa le vieux poêle en fonte jusqu'à son ultime limite d'endurance. Elle comprenait parfaitement, en chargeant le foyer, qu'elle brûlait ses précieuses réserves de bois à un rythme suicidaire, plus d'un quart de corde en seulement 8 heures. Mais l'alternative mathématique à cette dépense effrénée était une mort par congélation, et geler n'était pas une équation qu'elle était disposée à accepter. Le mur de pierre absorba l'énergie fulgurante avec une capacité qui la laissa sidérer lorsqu'elle y appuya sa paume en début de soirée. Le basalte situé au plus près de l'acier bouillonnant était devenu trop brûlant pour y maintenir la main. Les sections de granit aux extrémités diffusaient une chaleur comparable à celle d'un bain très chaud, supportable, mais intense et constante. Sur toute sa surface d'1,50 m, le monolithe irradiait dans la pièce, non pas comme un simple complément, mais comme une véritable force auxiliaire, repoussant l'assaut du gel de manière viscérale à plus de 2 mètres de distance. Mais cette chaleur salvatrice exigeait un lourd tribut. Le poêle hurlait sous la contrainte thermique. La longue fissure, qui s'était insidieusement allongée au fil de décembre, commença à fumer. Martha l'avait colmaté, gérant le fragile joint d'argile en maintenant un feu modéré qu'il pouvait supporter sans rompre. Ce soir, cependant, la gestion de la délicatesse n'avait plus sa place. La survie exigeait chaque degré que la carcasse de fer pouvait expulser, forçant le foyer à une intensité infernale qui poussait un mince mais persistant filet de fumée toxique à travers la crevasse. La fumée montait en spirale vers le plafond, se dissipant avant d'atteindre le lit, mais son odeur âcre empoisonnait l'air confiné. Le vent de la tempête hurlait, s'acharnant contre la structure de rondins, trouvant et exploitant chaque infime espace dans le calfeutrage avec l'obsession d'une bête cherchant à dévorer les occupants. Jonas observait sa mère nourrir les flammes avec l'attention aiguë qu'il avait forgée au cours des 3 derniers mois. Son visage ne trahissait aucune panique enfantine, aucune impuissance. Il enregistrait chaque mouvement de Martha, assimilant la gestion de crise en temps réel. Clara, blottie dans le lit le plus proche du mur, dormait, son petit corps instinctivement tourné vers la chaleur irradiante, sa respiration encore régulière. Assise dans la chaise collée au poêle, Martha s'imposa une veille impitoyable. Elle régla son alarme interne sur des cycles de 2 heures, comme elle s'y était entraînée depuis l'achèvement du mur, et fixa la ligne sombre sur la fonte.
Le thermomètre intérieur affichait 14 degrés. Dehors, lorsqu'elle entrebâillait la porte 4 misérables secondes pour lire la température à la lueur de la lanterne, le froid pénétrait comme une lame d'acier, affichant -30. Elle ajouta 2 bûches, ajusta le registre d'1 millimètre, réduisant le filet de fumée, et attendit, l'œil rivé sur la fissure fumante, priant pour que le fer tienne encore quelques heures dans l'œil du cyclone. À 21h17 précise, le métal capitula. Le son fut d'une violence inouïe, identique à la détonation sèche et définitive d'une arme à feu tirée à bout portant à l'intérieur de la cabane. C'était le hurlement d'agonie de la fonte annonçant qu'elle avait atteint sa limite structurelle absolue. La fissure, née de la morsure du gel en janvier de l'année précédente, venait de céder sous l'assaut simultané de l'expansion thermique infernale, de la contraction mortelle de l'air ambiant et de la surchauffe désespérée que Martia lui avait imposée toute la soirée. La plaque arrière du foyer se fendit violemment sur toute sa longueur depuis la charnière, s'ouvrant non plus comme une simple craquelure, mais comme une faille béante, un effondrement total. En une fraction de seconde, un nuage dense de fumée âcre et toxique envahit violemment l'espace confiné de la pièce. Clara fut arrachée au sommeil et se mit à hurler. Jonas bondit du lit dans un mouvement instinctif et fulgurant, instantanément éveillé, ses yeux cherchant immédiatement sa mère plutôt que la source du désastre. Martia, elle, ne hurla pas. L'affolement était à luxe inabordable. Elle agit avec la précision chirurgicale de ceux qui ont intériorisé la mécanique de la survie. Saisissant le lourd tisonnier en fer, elle extirpa brutalement les bûches enflammées du cœur éventré du poêle, les dispersant stratégiquement sur le sol de terre battue pour éviter tout contact avec ce qui pouvait s'embraser. Elle écrasa les braises incandescentes sous les épaisses semelles de cuir de ses bottes de travail, ressentant la morsure de la chaleur à travers la matière non pas comme une douleur, mais comme une simple information sensorielle. D'un geste sec, elle arracha une couverture de laine du lit et étouffa les flammes persistantes sur le bois éjecté. Plongeant ses mains dans le seau d'eau presque gelé, elle imprégna des chiffons qu'elle bourra frénétiquement dans la plaie béante du métal, forçant le tissu mouillé dans la brèche brûlante pour endiguer le poison. Elle repoussa les dernières braises au centre du foyer, les disposant pour maintenir une combustion minimale sans solliciter la plaque détruite, et referma la porte déformée avec toute la force dont elle disposait. Puis, elle commit l'impensable nécessité. Elle ouvrit la porte de la cabane en grand pendant 10 secondes interminables. Le froid mortel s'engouffra comme une lame physique, balayant la pièce, tandis que la fumée suffocante s'échappait dans un tourbillon chaotique qui l'aveugla momentanément. Elle ferma les yeux, sentant ses poumons brûler sous le choc thermique, compta jusqu'à 10, puis claqua violemment la porte, verrouillant le loquet. La cabane venait de troquer une part significative de sa chaleur vitale contre la possibilité de respirer. Le thermomètre intérieur s'effondra instantanément de plusieurs degrés avant même qu'elle n'ait pu traverser la pièce pour le consulter. La fumée résiduelle flottait près du plafond, l'atmosphère purifiée mais glaciale. Clara toussait, tremblante de terreur. Jonas se tenait pétrifié, fixant le cadavre fumant de leur unique source de chaleur. Sur le visage de l'enfant de 8 ans, Martia ne lut pas la peur enfantine, mais l'expression terrifiante d'une âme vieille jaugeant l'arithmétique macabre d'une situation sans issue. Le poêle était mort. Dehors, la température s'abîmait au-delà des -30. À l'intérieur, le mercure entamait une chute libre et irréversible. Sans un mot, Martia fit glisser le lourd lit de bois, le repoussant violemment pour le plaquer directement contre la forteresse de basalte qui irradiait encore sa chaleur emmagasinée. C'était leur ultime barricade, leur retraite finale contre le gel absolu. Ils s'y blottirent tous les trois, écrasés sous le poids des couvertures, le dos pressé contre la pierre tiède, écoutant le souffle mortel de l'hiver prendre possession de leur foyer. À 2 heures du matin, l'horreur prit une nouvelle forme, plus intime et plus insidieuse, dans l'obscurité glacée de la cabane. Clara commença à tousser. Ce n'était plus la toux sèche et réactive provoquée par la fumée toxique du poêle éventré. C'était un son humide, caverneux, arraché directement aux bronches avec un râle lugubre. Martia connaissait cette toux terrifiante. C'était la toux mortelle de l'hiver des plaines, celle qui s'installait sournoisement lorsque le froid, la faim et l'épuisement avaient brisé les ultimes défenses d'un enfant. Elle pressa sa paume nue contre le front de sa fille et rencontra une chaleur alarmante. Ce n'était pas la tiédeur d'une fièvre passagère, mais l'incandescence spécifique et dangereuse d'un petit corps déployant l'intégralité de ses réserves pour combattre un mal déjà profondément enraciné dans sa chair. Sans un mot, guidée par un instinct viscéral, Martia tira Clara contre elle, la pressant au plus près de la muraille de basalte. Le mur agissait désormais comme leur unique bouée de sauvetage dans cet océan de gel absolu. Il saignait lentement la chaleur féroce qu'il avait engloutie avec avidité plus tôt dans la soirée, cette énergie salvatrice qui avait frôlé les 60 degrés. La tiédeur minérale traversait l'épaisseur des couvertures de laine,
pénétrant la chair frissonnante de l'enfant malade avec une insistance sourde, lourde et protectrice. C'était la tendresse brute et inflexible de la pierre, refusant catégoriquement de céder face à l'air mortel qui remplissait impitoyablement le reste de la pièce. De l'autre côté de sa petite sœur, Jonas n'avait pas fermé l'œil. Assis dans la pénombre, les genoux ramenés contre sa poitrine et le dos fermement appuyé contre la pierre qui tiédissait, il fixait sa mère. Martia fut foudroyée par ce qu'elle vit sur le visage de son fils. Ce n'était pas la terreur d'un garçon de 8 ans. Ce n'était pas non plus le calme fin de l'ignorance. C'était l'expression même de son défunt mari face au désastre. Jonas possédait cette rectitude absolue de Robert, cette absence totale d'émotion superflue face à une crise imminente, remplacée par une concentration purement pragmatique. Martia lui confia la lourde tâche de changer les compresses d'eau sur le front de Clara. L'eau du seau commençait déjà à se couvrir d'une fine pellicule de glace tranchante, mais le garçon s'exécuta avec une gravité solennelle, absorbant les directives maternelles avec la précision d'un soldat sur le front. Les heures qui suivirent furent une torture psychologique d'une lenteur indicible. Chaque craquement de la charpente de rondin résonnait comme un glas. À 3 heures du matin, la température de la cabane frôlait à peine les 2 degrés positifs. Le mur s'épuisait inexorablement, sa surface perdant de sa vigueur sous les assauts constants du blizzard qui hurlait à l'extérieur avec la rage d'une bête affamée. Assise dans les ténèbres, tenant sa fille brûlante contre son propre cœur, Martia repensa à son père. Ce maître maçon silencieux, mort tragiquement dans l'effondrement d'un chantier alors qu'elle n'avait que 12 ans, n'avait laissé en héritage qu'une simple phrase technique. La pierre se souvient de la chaleur. Ce maigre héritage était la seule chose qui maintenait ses enfants du côté des vivants. Puis, à 4 heures du matin, le miracle silencieux se produisit. Martia s'éveilla d'un demi-sommeil agité, le sang battant à ses tempes. La cabane était plongée dans un silence absolu, presque douloureux après le vacarme ininterrompu. Le système de pression s'était épuisé. Elle se leva en tremblant, s'approcha de la fenêtre et gratta le givre opaque de l'ongle du pouce. Par cette minuscule fente, elle vit la voie lactée, scintillante et pure. Le vent s'était tu. Le cauchemar blanc venait de se briser. L'eau poignée, grise et famélique. À l'intérieur de la cabane, le thermomètre affichait péniblement 1 degré au-dessus du point de congélation. Le mur de pierre, ayant exhalé son ultime souffle de tiédeur, n'offrait plus qu'une résistance résiduelle frôlant les 15 degrés. La fièvre de Clara brûlait encore, mais sa respiration s'était miraculeusement apaisée. Martia donna ses dernières instructions à Jonas, dont le visage arborait une maturité glaçante. Une seule bûche toutes les 2 heures, interdiction absolue d'ouvrir la porte et rester collée au basalte. Puis, elle s'attaqua à la barricade de neige. À main nue et à l'aide d'une petite pelle, il lui fallut 40 minutes d'un labeur épuisant pour creuser un tunnel à travers la congère de plus d'1,20 m qui obstruait l'entrée. Lorsqu'elle s'extirpa enfin, l'air qui la frappa n'était plus du vent, mais une entité statique, d'une froideur si absolue qu'elle s'apparentait à une lame glissée directement sous la peau. Le monde était figé sous près de 30 degrés sous zéro. Un désert blanc, sculpté par la démence de la nuit, baignait dans un silence mortuaire. Elle attela le cheval, s'enveloppa de chaque lambeau de laine disponible et s'élança dans ce purgatoire immaculé pour un périple de 18 kilomètres. La progression était une agonie mesurée. À moins de 4 kilomètres, elle passa devant la ferme des Callahan. Thomas se tenait dans la cour et la vue de sa silhouette la figea net. Il ne bougeait pas avec son assurance habituelle. Il se tenait d'une manière étrange, répartissant son poids avec une précaution morbide. Ses pieds étaient grossièrement enveloppés de haillons maculés. D'une voix éteinte, il lui avoua que leur poil avait tenu, mais qu'ils avaient manqué de bois dès la 2e nuit. Pour survivre au blizzard, il avait dû sacrifier leurs chaises, leur table et finalement le cadre de leur lit en le jetant dans les flammes. Il lui indiqua la piste la moins obstruée par les congères, puis recula, la laissant face à une vérité atroce qu'elle ne pouvait se permettre de porter. Il perdrait ses orteils, dévorés par la gangrène des glaces. Martia détourna le regard et força sa monture à avancer. Le trajet dura 5 heures d'une lutte implacable contre des congères aux allures de forteresses infranchissables. Lorsqu'elle franchit la porte du magasin général de Patterson à Miller, il était midi passé. Son écharpe était si raidie par la condensation de son propre souffle qu'elle dut l'arracher violemment de son menton. Le marchand la dévisagea avec l'expression terrifiée d'un homme voyant un spectre marcher. Elle exigea du ciment réfractaire pour réparer la fonte et de l'écorce de saule pour vaincre la fièvre. Patterson, la voix tremblante, lui dressa l'inventaire de l'hécatombe. Des pionniers retrouvés gelés à quelques mètres de leur propre grange, des familles entières mutilées par le gel, des amputations devenues inévitables. Sur toute cette portion du territoire, elle était la seule âme à avoir traversé ces 2 jours de mort sans la moindre perte irréversible.
Refusant fermement son argent, il lui glissa les provisions avec un respect teinté d'effroi. Martia reprit la route, poussant son attelage jusqu'à l'extrême limite. Elle atteignit sa concession alors que la lumière rasante de l'hiver teintait la neige d'or. En poussant la lourde porte de la cabane, elle trouva le miracle qu'elle avait forgé de ses propres mains. Jonas, gardien silencieux, et Clara, dont le front perlé de sueur annonçait enfin le lent déclin de la fièvre. La forteresse de pierre était glacée, totalement vidée de son énergie, mais ils étaient vivants. Le 15 janvier, alors que la cabane grelottait encore sous une température glaciale, à la lueur tremblante de la lanterne, Martia entreprit de ressusciter le cœur de fer de leur foyer. Le ciment réfractaire exigeait une application méticuleuse. Ignorant les instructions imprimées qui supposaient un atelier chauffé et un temps illimité, elle fit appel à une mémoire enfouie depuis 22 ans. Elle revit les mains larges et calleuses de son père travaillant le mortier dans les fissures des fondations. Elle n'appliqua pas une seule couche épaisse qui se serait inévitablement brisée au séchage. Au lieu de cela, elle pressa la pâte grise profondément dans la plaie béante du métal, superposant de fines strates successives pour qu'elles épousent les dilatations thermiques futures. Au petit matin du 16 janvier, le miracle tant espéré se produisit enfin. La chaleur sèche et impitoyable qui consumait Clara céda brusquement la place à une sueur salvatrice. La fièvre venait de se briser. Lorsque Martia alluma le poêle réparé, la fonte tint bon. Le basal commença aussitôt à boire avidement la chaleur, ramenant la vie dans la pièce. 4 jours plus tard, Gunnar Alversson remonta la piste enneigée avec la lenteur funèbre d'un homme qui a déjà découvert trop de cadavres gelés. Il s'attendait à trouver une tombe de rondins. Au lieu de cela, il trouva Martia en train de fendre du bois dans la cour, Jonas empilant les bûches avec l'alignement précis de son défunt père, et Clara l'observant depuis la fenêtre. Gunnar entra, retira son chapeau, et posa longuement sa main sur le mur de pierre qui irradiait une tiédeur constante. « Je vous avais dit qu'une veuve seule ne pourrait pas survivre, » murmura-t-il, la voix chargée d'une humilité absolue face à l'évidence. « J'avais tort. J'avais oublié ce que mon propre grand-père m'avait appris. » Sans ajouter un mot, il déchargea devant sa porte 2 cordes entières de chêne de première qualité, un bois dur et précieux, scellant son profond respect. Bientôt, le secret de la fille du maçon se répandit. Ruth Callahan, traumatisée par les mutilations de son mari, vint prendre des notes. D'autres pionniers affluèrent. Martia leur offrit les plans sans hésiter. La chaleur n'appartenait à personne, le savoir non plus. Le printemps 1891 arriva avec la promesse éclatante d'une terre enfin domptée. Dans le modeste bureau d'enregistrement de Miller, Martia reçut le précieux certificat officiel. 64 hectares. Payés par le sang, les larmes et une volonté inébranlable. Jonas gérait désormais la ferme avec une assurance d'homme, et Clara grandissait avec la force lumineuse des survivants. En sortant dans la lumière dorée du mois d'avril, le document plié dans sa poche, elle repensa à cette simple phrase héritée d'un atelier poussiéreux de l'Ohio. La pierre se souvient de la chaleur. Ce n'était pas seulement une loi physique. C'était le testament d'un père qui, à travers les décennies, avait tendu la main pour sauver sa famille de l'abîme blanc. La forteresse de pierre resterait là, sentinelle éternelle contre les hivers à venir. Si cette épopée de courage, d'instinct maternel et de résilience face à la brutalité implacable de la nature vous a captivé, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces récits oubliés de l'histoire et partagez cette vidéo pour faire vivre la légende de Martia Voss. Merci de votre écoute et à très bientôt.